Dans un monde où le rap est souvent réduit à des clichés, un homme a choisi un autre chemin. Un chemin où chaque mot est pesé et chaque silence est calculé. Il a rendu le silence parlant et le succès presque secondaire. Mais qui est vraiment cet artiste capable de parler à la rue comme à l'élite? Un messager moderne, un génie torturé, un stratège silencieux, peut-être un peu de tout ça. Alors, voici l'histoire de Kendrick Lamar. Avant de devenir l'une des voix les plus influentes et les plus respectées de sa génération, Kendrick Lamar n'était qu'un enfant silencieux dans un monde très bruyant. Un gamin de Compton coincé entre la lumière des rêves et l'obscurité d'un quotidien souvent brutal et injuste. Notre histoire commence le 17 juin 1987. Ce jour-là, le petit Kendrick Lamar Duckworth naît à Compton, en Californie. Une ville devenue légendaire, mais pas uniquement pour ses paysages de cartes postales, ses couchers de soleil ou ses palmiers. Compton, c'est bien plus que ça, parce qu'à cette époque, c'est une véritable bombe à retardement. Un ghetto ouvrier à la dérive, rongé par le chômage de masse, le crack, les tirs perdus et les rêves brisés de ses habitants. Et en plus de ça, deux couleurs dominent la ville. Le bleu des Crips et le rouge des Bloods. Ces deux gangs mythiques, légendaires, ou maudits, selon le point de vue, ont façonné Compton. D'un côté, on a donc les Crips. Nés dans les années 70, ils portent la couleur bleue, ils contrôlent des blocs entiers et imposent leurs lois. À l'origine, c'était un petit groupe qui a été mis en place pour défendre le quartier, mais très vite, c'est devenu une organisation de rue structurée. En face d'eux, on a les Bloods. Habillés en rouge, ils naissent pour résister aux Crips, moins nombreux, mais tout aussi redoutables, voire même plus dangereux. Les Crips et les Bloods, c'est pas juste des gangs, c'est une culture de guerre, un système parallèle, un langage, une histoire d'identité, de territoire et de douleur. Bref, c'est donc dans ce champ de bataille que Kendrick Lamar a appris à marcher. Il faut savoir que les parents de Kendrick, Paula Oliver et Kenny Duckworth, ont débarqué à Los Angeles pour fuir Chicago et les rues trempées de sang. Parce que le père de Kendrick, Kenny, n'était pas inconnu du système. Il est un ancien membre des Gangster Disciples, un gang bien implanté à Chicago. Souvent abrégé GD, ce gang est l'un des plus puissants et structurés des États-Unis. C'est donc dans cet environnement que Kenny, le père de Kendrick, a grandi et a été enrôlé. Mais quand il apprend que Paula, sa compagne, est enceinte de Kendrick, il tente une échappée, avec l'espoir d'offrir un avenir meilleur pour son fils. Pourtant, même à des milliers de kilomètres, le passé le suit comme une ombre. Ce lourd héritage, ce monde de tension et de violence que son père a fui, sera une présence silencieuse, mais constante dans la jeunesse de Kendrick. Bref, ils pensaient trouver à Compton un nouveau départ, mais au final, ce qu'ils ont trouvé, c'est simplement une autre version du même cauchemar. Quoi qu'il en soit, Kendrick grandit dans un logement social aux murs fins comme du papier. Et dans cette ambiance instable où le frigo est souvent vide, il apprend très tôt à écouter plutôt qu'à parler, à observer le monde, à ressentir, plutôt qu'à réagir. Mais attention, Compton, ce n'est pas juste la misère et les gangs. C'est aussi un endroit avec une identité forte et une âme unique. Parce que oui, ici est né quelque chose de spécial, le gangsta rap. Dans les années 80, alors que la ville est au bord de l'explosion, un groupe de jeunes de Compton prend un micro et décide de dire leur vérité sans aucun filtre. Ce groupe, c'est NWA. Avec des paroles crues, ils parlent de ce que la télé ne montre jamais, les abus de la police, les fusillades, la pauvreté, le racisme. Ils ne font pas que chanter, ils dénoncent, ils choquent et ils défient l'autorité. Très vite, Compton devient comme ça le centre du monde, pas grâce à la politique ou au sport, mais grâce à la musique de la rue. Dr. Dre, Eazy-E, Ice Cube, ces noms deviennent des légendes, et plus tard, c'est Snoop Dogg et Tupac qui viennent marcher dans leurs pas. Compton devient comme ça le symbole du hip-hop. À cette époque, Kendrick n'est encore qu'un enfant calme, mais qui observe énormément. Et un jour, dans les rues de Compton, il va assister à quelque chose de spécial, quelque chose qu'il n'oubliera jamais. On est en 1995, et dans le quartier, c'est l'agitation. Dr. Dre et Tupac sont là, en train de tourner le clip de California Love. Kendrick Lamar a alors seulement 8 ans, mais pour lui, ce n'est pas juste un tournage. Ce sera un choc visuel, émotionnel, presque mystique. Kendrick se faufile donc dans la foule et devant lui, comme tombé du ciel, il découvre Tupac. C'est la première fois qu'il voit une star en vrai, et pas n'importe laquelle. Tupac, c'est pas une star propre sur lui, c'est pas un héros de cinéma. À la base, c'est un homme noir, sorti du même monde que Kendrick, et qui est devenu tout ce que Kendrick, lui, rêve de devenir à son tour. Pour Kendrick, qui regarde ça avec de grands yeux,
Ça plante une idée très claire dans sa tête. La musique, c'est un moyen d'exister et de devenir plus grand que le monde qui t'entoure. I was around 8 years old. They were shooting a video in my neighborhood in Compton. My father seen him, went 2 blocks down, got me. By the time he got me, everybody was out there. It was like pandemonium, you know. He put me on his shoulders, and there he was, Dr. Dre and Tupac right there, and I think it was a white Bentley. Yep, they were shooting a video, and that moment right there, whether I know it or not, subconsciously, I think it, you know, eventually branched me off to what I'm doing now. You know, it was already designed in destiny. 15 years later, I meet Dr. Dre and I explain that story to him when I seen him, and he remembered that exact same moment. Wow. And remember them kids that was out there. And I said, Dre, I was one of them kids that was there. Et à ce moment-là, quelque chose change vraiment pour Kendrick. Plus tard, il dira que Tupac lui a, en quelque sorte, ouvert les yeux, que la musique, ce n'est pas juste du divertissement, c'est une arme puissante, un moyen de dire sa vérité. Parce que Kendrick, ce n'est pas juste un gamin qui écoute de la musique, il veut comprendre ce qu'il entend, et surtout, très tôt, il veut créer à son tour. Il commence alors à remplir des cahiers entiers avec ses poèmes, ses pensées. Il cache tout ce qu'il ne peut pas dire à voix haute, tout ce qui lui fait peur ou qu'il trouve trop dangereux. Et c'est seulement à 12 ans qu'il commence à mettre ses pensées en rime. Et 1 an plus tard, il choisit son pseudonyme, K-Dot. Simple, direct, avec un petit côté dur comme la rue qu'il a élevée. Dans sa chambre tapissée de posters, il commence à enregistrer ses premiers freestyles. Avec un vieux micro d'occasion et un ordinateur qui plante souvent, il travaille dur. Et côté influence, il ne manque pas de modèle. Il admire Nas pour sa façon précise et poétique de raconter des histoires. Il aime Jay-Z pour son intelligence et sa façon de gérer sa carrière. Eminem lui inspire la technique et la rage dans les mots, mais Kendrick est aussi très sensible à la conscience sociale portée par des artistes comme Mos Def, Talib Kweli ou encore The Roots. Et en plus de ça, il grandit aussi avec la musique de Marvin Gaye et Curtis Mayfield, des voix de la soul et du jazz que ses parents écoutent le dimanche dans la maison. Cette double culture entre la rue et la musique réfléchie va forger son identité. Et peut-être que c'est ça le secret de Kendrick. Il voit tout, il comprend tout, mais il parle très peu. Chaque mot qu'il choisit est lourd de sens, il ne cherche pas à faire du bruit pour rien. Non, lui, il veut passer un message et surtout donner du sens à ses mots. Très vite, il comprend que la rue, ce n'est pas un terrain de jeu, c'est pas une option. Il voit des amis mourir avant même le collège et il sait que chaque jour est un équilibre précaire entre tomber ou s'élever. Et cette lucidité ne l'a pas choisie, elle lui a été imposée. Et heureusement pour nos oreilles, parce que grâce à ça, Kendrick ne tombera pas. Et ça aussi pour une autre bonne raison, il a déjà une obsession, celle du rap. Une passion viscérale qui dépasse le simple fait de rapper ou de rimer pour faire le show, parce qu'il a une voix intérieure beaucoup plus forte que tout ce que la rue pourrait lui offrir. Il observe, il écrit, il affine et il enregistre des cassettes qu'il fait circuler dans des lycées. C'est un jeune homme discret, mais surtout très déterminé. Et à force de travail acharné, le nom K-Dot commence à circuler dans les cercles underground. Mais attention, il ne cherche pas la célébrité immédiate, il veut d'abord être respecté par ceux qui savent reconnaître un vrai lyriciste. Et avant d'être célèbre, il apprend donc à être bon, même quand personne ne regarde. C'est dans ce contexte que sa première mixtape sortira en 2003. Bon, les prods sont datés, mais tu sens quand même directement qu'il se passe quelque chose. Même jeune, Kendrick posait déjà des textes réfléchis, avec un flow très intéressant. Il avait cette capacité de raconter des histoires complexes, même sans avoir tout vécu. Mais même si les critiques saluent son énergie, elles pointent aussi des influences trop visibles, notamment de Jay-Z et Lil Wayne. C'est logique à cet âge parce que ce sont ses modèles, ceux qu'il admire, ceux qu'il étudie. Mais avec cette remarque, Kendrick apprend. Il ajuste son style et surtout, il progresse. C'est comme ça qu'en 2005, à l'âge de 18 ans, il attire l'attention de Top Dawg Entertainment, un petit label indépendant. Et son fondateur repère immédiatement le talent brut de ce jeune rappeur de Compton. À ce moment-là, il est encore inconnu du grand public, mais il devient l'un des tout premiers artistes du label avec J-Rock. En 2005, il sort Training Day, une mixtape inspirée du film qui porte le même nom. Les prods sont plus sombres, les textes plus construits, et Kendrick ne fait pas que rapper. Il commence à penser ses morceaux comme des scènes de cinéma. Entre-temps, il signe un contrat de développement chez Def Jam et collabore avec The Game. Il se frotte petit à petit à l'industrie, il découvre ses coulisses,
et teste ses limites. Mais lors d'une rencontre avec Jay-Z, la collaboration est soudainement arrêtée. Encore aujourd'hui, on ne sait pas trop pourquoi, mais plus tard il admettra qu'il n'était tout simplement pas prêt. Pourtant, loin de se décourager, à l'époque, il continue d'avancer. Et avec J-Rock, il sort une nouvelle mixtape, un projet brut sans prétention, mais qui confirme une chose, K-Dot est en train de devenir Kendrick Lamar. I'm the coolest nigga you know, migrated from the North Pole when I was 4, infatuated with cartoons and G.I. Joes, till something more greater took a toll. On sent que quelque chose change, il n'est plus juste prometteur, il devient incontournable. Et petit à petit, autour de lui, une équipe se forme. Des artistes qui ne cherchent pas seulement le succès, mais qui partagent une vision du hip-hop. Et en 2008, K-Dot continue de grimper, en participant notamment au premier single de J-Rock. Mais il ne se contente pas seulement de collaborer, parce que l'année suivante, il balance sa propre mixtape, C4, un hommage assumé à Lil Wayne, qu'il adore. Mais l'année suivante, l'année 2009, marque un tournant, parce que son fameux pseudonyme de K-Dot tombe pour laisser place à Kendrick Lamar. C'est en 2009 que le monde va réellement découvrir Kendrick Lamar. Alors à peine âgé de 22 ans, il choisit de faire un pas de côté. Et à partir de là, c'est terminé les pseudonymes comme K-Dot qu'il utilisait depuis l'adolescence. Il veut s'assumer pleinement, sans filtre, sans masque. Et c'est donc sous son nom de naissance qu'il sort son tout premier projet marquant, l'EP Kendrick Lamar. Un disque court mais intense où on entend déjà sa voix unique et cette volonté de raconter les choses en profondeur. Mais Kendrick comprend aussi que l'aventure sera plus forte à plusieurs. Du coup, cette même année, il scelle un pacte presque fraternel avec 3 autres rappeurs issus du même label que lui. Ensemble, ils forment Black Hippy, un collectif explosif composé d'A.B. Soul, J-Rock, Schoolboy Q et lui-même. 4 univers différents, 4 approches du rap, mais une vision commune. Redéfinir l'identité musicale de la côte ouest. Bref, il veut en finir avec les clichés du gangsta rap qu'il trouve un peu trop caricatural, et il est temps maintenant de laisser place à une musique plus personnelle, mais toujours enracinée dans la rue. Bon, attention, Black Hippy, c'est pas juste un groupe. C'est une fraternité artistique où chacun pousse les autres à se dépasser. Ils se retrouvent sur les mêmes morceaux, se challenge en studio, partagent les mêmes beats, les mêmes visuels, la même rage d'être entendu autrement, et surtout, chacun d'entre eux a un rôle bien défini. Et très vite, ce collectif devient culte dans l'underground. Black lip bastard, pass me your password so I can hack inside your brain. See, I too have gone insane. Before I fall, I'm sure to curse you all in Jesus' name. I'm ghetto, my Kool-Aid need more sugar. 5-star sweet. Ils ne sortiront jamais d'album commun officiel, mais leur présence réciproque sur leur projet solo agit comme un fil conducteur invisible. C'est comme ça qu'entre 2009 et 2014, Black Hippy devient un label dans un label. En gros, ils deviennent carrément une marque. Et à une époque où les collectifs se diluent vite, eux, ils restent soudés, portés par une éthique commune, une liberté artistique, une loyauté envers leur maison de disques et un refus total des formats imposés par l'industrie. Mais surtout, ils incarnent une nouvelle forme de rap californien. Et ensemble, ils redonnent à la West Coast une voix forte, crédible et sans renier leurs racines. Mais au lieu de glorifier la rue, comme le faisait le gangsta rap, eux, ils l'analysent. Au lieu de jouer aux gangsters, ils jouent aux messagers. Kendrick est celui qui ira le plus loin commercialement, mais Black Hippy, c'est le début de tout, le terrain d'entraînement où il a affûté sa plume et forger sa vision. Et c'est dans ce désordre que Kendrick a préparé Section 80, son tout premier album, sorti en 2011. Ce projet va bien au-delà d'une simple compilation de morceaux. C'est un projet qui s'adresse aux enfants des années 80, les crack babies, et dedans, Kendrick découpe l'Amérique au scalpel. Chaque morceau est une étude de cas, une radiographie du ghetto. Dans High Power, par exemple, une chanson produite par J. Cole, il élève le rap au rang de philosophie. Visions of Martin Luther staring at me. Malcolm X put a hex on my future, someone catch me. I'm falling victim to a revolutionary song. Dans ce morceau, il cite Tupac, Malcolm X, mais aussi Kurt Cobain, dans une volonté de créer une pensée unifiée entre douleur, rébellion
et lucidité. Puis il y a Keisha's Song, l'un des titres les plus poignants de toute sa carrière. Kendrick y raconte l'histoire d'une jeune femme piégée dans la prostitution, non pas pour choquer, mais pour redonner une voix à celle qu'on n'écoute jamais. Il explique sa chute avec une précision déchirante. Et l'absence de clip officiel n'empêche pas le morceau de marquer les esprits. Un autre morceau important du projet est Ronald Reagan Era. AK clips, money clips and gold chains. You walk around with a P90 like it's the 90s. Bullet to your temple, your homicide to remind me that Compton crib niggas ain't none of us. Ici, Kendrick transforme l'histoire politique en expérience viscérale. Le beat est nerveux, le flow est un peu paranoïaque et il évoque les répercussions de la war on drugs. La défiance envers l'État, la peur comme condition de survie. Et que dire de ADHD, un morceau qui devient, à la surprise générale, un des titres les plus populaires de l'album. Mélancolique, presque planant, il décrit une génération anesthésiée par les drogues, les réseaux et la vitesse. En gros, Kendrick nous parle d'une jeunesse trop distraite pour rêver. Tout ça, Kendrick le livre avec un style qui ne ressemble à personne, et donc, malgré son indépendance, Section 80 est acclamé. Niveau vente, le projet s'en sort très bien, plus de 5000 exemplaires vendus dès la première semaine, 130 000 au total aux États-Unis, et une fanbase plus active que jamais. Tout ça sans budget publicité, sans passage en radio, juste avec la qualité du propos et le bouche à oreille numérique. Mais plus encore, Section 80 va avoir un effet domino sur toute la scène. Dans une industrie dominée par le superficiel, il redonne de la valeur au rap conscient. En gros, Kendrick nous montre qu'un rappeur peut être intellectuel sans être chiant et spirituel sans être perché. Et Section 80, ce n'est donc pas qu'un simple premier album, c'est la naissance d'un auteur majeur qui va bientôt écrire les chapitres les plus importants de la décennie. Avant toute chose, il faut comprendre une chose importante. Good Kid, Mad City, c'est pas juste un album. C'est une œuvre beaucoup plus complexe que ce qu'on a l'habitude d'écouter. Parce que Kendrick a décidé de l'aborder un peu comme une œuvre cinématographique à la première personne. Une histoire urbaine qui raconte la jeunesse d'un garçon de Compton, pris dans l'étau de la violence, de la tentation et de la foi. C'est aussi le projet qui lui a permis de passer du statut de promesse underground à celui de figure centrale du rap mondial. Et derrière cette ascension, il y a un nom qu'on ne peut absolument pas éviter. C'est Dr. Dre. Dans son enfance, le jeune Kendrick écoute l'album de Chronique en boucle. Cet album a fait trembler le monde du hip-hop, et pour Kendrick, ce disque c'est un peu comme la bible du rap West Coast. Il a grandi en écoutant ses histoires, ses beats, ses voix qui racontent le ghetto, et comme le destin fait bien les choses, c'est en découvrant le clip du morceau Ignorance is Bliss que Dr. Dre va remarquer Kendrick Lamar. À cette époque, Dre est à la recherche d'un nouveau talent pour relancer son label Aftermath, autrefois terre d'accueil d'Eminem, 50 Cent ou encore The Game. Et Dr. Dre voit alors en Kendrick non seulement un immense talent, mais aussi un héritier, un artiste capable de raconter une histoire et de porter la voix de Compton avec une conscience nouvelle. Impressionné, Dre invite donc Kendrick à travailler avec lui en studio, et les premières sessions sont assez marquantes. Pourtant, Dre, en tant que mentor exigeant, le pousse à affiner sa voix, son flow, son propos, et cette rencontre donne naissance à une relation fusionnelle. Peu après la sortie de l'album Section 80, Kendrick signe officiellement chez Aftermath et Interscope, un partenariat avec son label indépendant, et le contrat est historique. C'est la première fois qu'un artiste indépendant du circuit underground accède à l'industrie avec une telle marge de manœuvre créative. Dre lui donne les clés du studio, mais aussi une liberté créative totale, ce qui est très rare à l'époque. Et c'est donc dans ce contexte que naît Good Kid, Mad City, un projet sur lequel Kendrick travaille depuis des années, et le concept est simple mais puissant. Raconter une journée de la vie d'un adolescent de Compton. Et ce n'est pas tout à fait une fiction, parce que c'est en quelque sorte sa vie qu'il raconte. L'album s'ouvre sur Share Rain, et dans ce titre, on y trouve Kendrick en mode adolescent, qui va pour la première fois retrouver une fille. Mais pourtant, très vite, on se rend compte que le morceau est rempli de tension et qu'il y a quelque chose qui cloche.
Love or lust, regardless what fuck us to trifling us. It's deep rooted, the music of being young and dumb. It's never muted, in fact, it's much louder where I'm from. Cette rencontre amoureuse va se transformer en guet-apens. L'atmosphère est tendue, la narration est à la première personne, presque comme un documentaire. Et vient ensuite un morceau qui deviendra l'un des plus populaires de l'album. Ce morceau marque un contraste, il ne s'inscrit pas directement dans le récit chronologique, mais beaucoup plus dans la dimension artistique du projet. C'est pas juste un tube qu'on met en boucle en soirée, mais plus une vraie déclaration d'intention. Kendrick y affirme son indépendance et il refuse absolument les compromis. Derrière ce refrain, il y a une volonté de construire une œuvre pure, non pollué par les codes commerciaux. Kendrick se montre à la fois reconnaissant et sur ses gardes, prêt à éviter chaque personne qui voudrait casser son délire. Et le clip, sobre mais stylé, joue sur les ombres et les lumières, illustrant cette lutte intérieure, garder la vibe intacte malgré les coups de stress et les mauvaises ondes. Après ça, on a Backseat Freestyle, un titre dans lequel Kendrick se met dans la peau de son double adolescent. C'est l'ego adolescent dans toute sa splendeur, c'est une caricature, un miroir tendu à la jeunesse, et le morceau capture parfaitement ce mélange d'excès de confiance et de rêve un peu fou, typique d'un jeune de Compton qui veut tout déchirer. Bref, ici on a clairement la voix d'un gamin qui se voit déjà roi du monde, qui parle de cash, de filles, de pouvoir, avec une énergie brute et sauvage. Et ça se retrouve dans le clip qui montre ce paradoxe entre la réalité, ses racines modestes, et la fantaisie, ses rêves XXL. Un autre morceau marquant est The Art of Peer Pressure, qu'on pourrait traduire par l'art de la pression sociale. Ce son, c'est une immersion dans l'adolescence compliquée de Kendrick à Compton, ce moment où tes potes peuvent aussi bien être ta bouée de sauvetage que ceux qui vont te faire plonger. Dans les paroles, il décrit une journée typique où, sous la pression, il se retrouve, malgré lui, embarqué dans des embrouilles. Et c'est l'illustration parfaite de ce que signifie ne pas vouloir être exclu. Et selon moi, c'est aussi ça le talent de Kendrick, rendre universel ce qui paraît tellement personnel. Puis arrive le diptyque central de l'album, Good Kids et Mad City. Des morceaux qui fonctionnent comme deux faces opposées, mais complémentaires d'une même réalité. Celle de Kendrick Lamar, grandissant dans les rues impitoyables de Compton. Le morceau Good Kid parle de ce jeune homme coincé dans son désir de vouloir être un bon garçon, un jeune homme honnête et responsable, et les dangers omniprésents qui l'entourent. Kendrick Lamar parle de ses combats personnels, ce monde qui le pousse souvent à dévier alors que lui a envie de rester droit dans ses bottes. En face de ça, on a l'opposé, Mad City, un titre plein de rage et de chaos. Là où Good Kid, c'est une confession posée, Mad City, c'est une immersion totale dans la violence, la brutalité et la colère. All got along, they probably got me down by the end of the song. Seem like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I hear yak, 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 yak. Il y parle sans filtre de la brutalité des gangs, la méfiance envers la police, les trahisons et les souvenirs traumatisants qui hantent son adolescence. Finalement, on a le morceau qui deviendra le plus populaire de l'album, Swimming Pools. Ce titre est souvent mal compris. C'est un morceau qui, à première écoute, donne envie de se joindre à une fête, mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. Parce que Kendrick utilise ce titre comme une métaphore, celle des piscines d'alcool, qui représentent toutes ces situations où les gens plongent dans l'alcool pour oublier leurs problèmes. Dans les paroles, Kendrick décrit cette pression sociale qui pousse à boire, ce moment où tu te sens presque obligé de suivre le mouvement, même si au fond, tu sais que ça te fait plus de mal que de bien.
Kendrick ne donne pas de leçons, il raconte ça de façon très honnête, presque comme s'il partageait sa propre expérience, et c'est ce qui rend le morceau aussi fort. D'ailleurs, le clip va dans le même sens, avec cette ambiance de fête qui dégénère doucement, les images qui deviennent floues, l'impression que tout part en vrille, le visuel colle parfaitement aux paroles, et d'ailleurs, dans le clip, Kendrick finit par tomber dans une piscine, ce qui représente une sorte de noyade mentale. Quoi qu'il en soit, cet album a fini par sortir le 22 octobre 2012, et la critique était unanime. Tous le placent comme un classique immédiat. Il est nommé à plusieurs Grammy Awards, mais ne remportera pas celui de l'album de l'année, ce qui d'ailleurs créera une controverse. Et commercialement, l'impact du projet sera colossal. Mais l'impact dépasse les chiffres, parce que Kendrick, avec Dr. Dre à ses côtés, va en quelque sorte redéfinir ce qu'est le rap West Coast. Il ne s'agit plus de gangsta rap, mais de narration, et comme ça, il montre que le rap peut être littérature, cinéma ou encore spiritualité. Et grâce à la confiance de Dr. Dre, il a pu faire à sa façon, et ça, c'est une vraie révolution. Après avoir explosé avec Good Kid, Mad City, en 2012, Kendrick Lamar multiplie les collaborations. Comme un élève passionné, il perfectionne son style et découvre de nouvelles inspirations, surtout le jazz et le funk, qui vont bientôt donner un nouveau souffle à sa musique. En 2014, il sort le single I, un hymne vibrant à l'amour de soi dans un monde parfois hostile. Et ce morceau marque une étape clé. Kendrick ne veut plus seulement raconter des histoires, il veut aussi inspirer et délivrer un message d'espoir. Pendant ce temps, il se remet beaucoup en question, conscient de sa place d'artiste noir face aux injustices, à la violence policière et aux inégalités sociales en Amérique. Entre 2014 et 2015, Kendrick va alors explorer intensément. Il mélange jazz, funk, soul et rap, repoussant les limites musicales traditionnelles. Cette phase d'exploration deviendra un laboratoire créatif où il forge les fondations de ce qui deviendra une œuvre majeure. Parce qu'en 2015, Kendrick Lamar dévoile au monde son nouvel album, To Pimp a Butterfly. Cet album, qui ne ressemble à rien de ce que l'on connaissait jusqu'alors dans le rap, va rapidement s'imposer comme un tournant majeur dans sa carrière et dans toute l'histoire du hip-hop. Ici, Kendrick ne parle plus de sa vie, il devient la voix d'une communauté et lance un cri politique puissant. Ce projet, c'est le reflet brut d'une époque tendue aux États-Unis. Entre 2012 et 2015, les violences policières contre les Afro-Américains explosent aux yeux du monde, notamment à cause de vidéos choquantes partagées sur les réseaux. Le mouvement Black Lives Matter, lancé en 2013, prend de l'ampleur et devient une voix forte contre le racisme systémique. Et Kendrick, qui est en pleine ascension, sans que son rôle dépasse celui de la musique, il ne veut pas rapper simplement pour rapper, il veut que ses mots comptent, qu'ils servent à quelque chose, parce que pour lui, être artiste, c'est aussi prendre position. Du coup, dans ce climat électrique, il sort son projet qui débarque comme un miroir tendu à toute une jeunesse noire en quête de justice et d'identité. Le titre de l'album, qui veut littéralement dire « proxénétiser un papillon », peut sembler étrange ou provocateur à première vue, mais il porte une charge symbolique très forte. Ici, le verbe « to pimp » n'évoque pas seulement l'univers du proxénétisme, mais plutôt l'idée d'exploiter, de détourner ou de corrompre quelque chose de pur et de beau à des fins commerciales ou personnelles. Le papillon, lui, symbolise la transformation, la fragilité, la beauté. Ce titre raconte donc ce paradoxe de comment une société ou une industrie peut exploiter quelque chose de vulnérable, voire de précieux. Quoi qu'il en soit, pour donner vie à cet album hors norme, Kendrick ne s'enferme pas dans les codes du rap classique. Il s'entoure d'artistes venus du jazz, du funk et de la soul, des styles profondément ancrés dans l'histoire afro-américaine, riches en symboles et en émotions. Il travaille comme ça avec Kamasi Washington, un saxophoniste qui apporte une ambiance spirituelle et orchestrale. Et ici, je pense surtout au morceau You, dans lequel on retrouve une profondeur émotionnelle et une richesse harmonique qui ne serait pas présente sans la présence d'un saxophoniste. Antennas, what was the influence you speak of? You preached in front of 100,000 but never reached up. I fucking tell you, fucking failure, you ain't no leader. I never liked you, forever despise you, I don't need you. Sur cet album, il y collabore aussi avec Thundercat, un bassiste funky qui est une pièce centrale de l'identité sonore de l'album. Et grâce à Thundercat, l'album a pris une direction beaucoup plus créative et plus riche. Son travail a donné un son très différent de ce qu'on entendait habituellement dans le hip-hop. Et des noms comme celui-là, il y en a encore un paquet dans l'album. C'est cette énergie créative portée par des musiciens venus d'horizons différents qui donne cette âme unique au projet. Un projet qui a principalement été enregistré à Los Angeles, dans une ambiance de jam sessions. Une jam session, c'est quand des musiciens se retrouvent pour jouer ensemble, et ça sans préparation.
en improvisant. Et dès les premières notes de l'album, on sent qu'il joue dans une autre catégorie. On est loin des beats rap classiques. Les cuivres, les basses, les claviers et les rythmes live donnent une texture ultra riche et vivante. Et les thèmes abordés sont puissants, brutalité policière, racisme, fierté noire, mais aussi dépression, culpabilité et tentation de céder à l'industrie. Kendrick y explore à la fois la société et ses démons. C'est une lutte constante entre être libre ou être enfermé, rester soi-même ou se perdre. Et parmi tous ces titres, il y en a un qui surpasse les autres. Ce titre, c'est All Right. And we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Ce son est clairement le morceau le plus connu et le plus puissant de l'album To Pimp a Butterfly. Parce que dès sa sortie, la chanson est devenue un hymne pour les luttes contre les violences policières et le racisme, surtout grâce à son refrain à la fois simple et puissant. D'ailleurs, Pharrell Williams a bossé sur le son, et honnêtement, ça se sent. Ce mélange donne comme ça au morceau une énergie hyper forte qui contraste avec les paroles parfois dures. Parce que justement, Kendrick parle franchement des galères que vivent les communautés noires, mais sans jamais sombrer dans la déprime. Au contraire, il balance un message de foi et de force, un peu comme s'il disait « malgré tout ça, on va s'en sortir ». Le clip aussi est très marquant. En noir et blanc, on voit Kendrick planer au-dessus de Compton, défiant la violence et l'injustice. Les images alternent entre tension et moments de liberté, et ça donne une vraie puissance visuelle au message. Au final, All Right, c'est plus qu'une chanson, c'est un véritable symbole, parce que dans le monde entier, ce refrain est devenu un slogan que tout le monde reprend. C'est ce qui fait aussi que Kendrick, aujourd'hui, est vu comme un artiste engagé, qui arrive à mixer art, politique et émotions fortes. Mais en dehors de ce hit, sur cet album, on retrouve évidemment d'autres morceaux marquants. D'ailleurs, le projet ouvre avec un son funk. Motherfucker, you can live at the mall. And everything you might exist will deny how Wesley sniped your ass before 35. Le titre fait référence à l'acteur Wesley Snipes, qui a eu de gros problèmes financiers aux États-Unis. Kendrick s'en sert comme d'un symbole pour parler d'un piège, celui qui attend les artistes noirs dès qu'ils deviennent célèbres. En gros, on te donne de la lumière, de l'argent, de belles promesses, et puis, un jour, on te rappelle que tu ne contrôles pas grand-chose, et que le rêve peut alors très vite se transformer en cauchemar. Ensuite, on passe à ce qui est personnellement ma chanson préférée de ce projet, King Kunta. Et autant vous dire que ce morceau, c'est vraiment un incontournable. Le nom fait référence à Kunta Kinte, un personnage de la série Roots. En gros, c'est un esclave rebelle devenu symbole de résistance. Et Kendrick, il s'inscrit dans cette lignée, mais version 2015. Il parle d'oppression moderne, de réussite et d'identité, et ce morceau est à la fois festif et revendicatif, parce que dedans, Kendrick taille tout le monde. L'industrie musicale, ceux qui doutent de lui, les faux frères, il clame haut et fort qu'il est là pour rester et qu'il ne se pliera pas aux règles du jeu. Le clip, quant à lui, est un feu d'artifice visuel. Kendrick y apparaît comme un roi du peuple, entre passé et futur. Bref, si tu n'as pas encore entendu ce morceau, déjà, où étais-tu? Et surtout, va l'écouter. C'est un très bon conseil là que je te donne. Mais attention, ce n'est pas le seul morceau de l'album qui m'a marqué personnellement. On a aussi le tout dernier morceau de l'album, un morceau qui s'appelle Mortal Man. Et laissez-moi vous dire que c'est vraiment une claque pour finir cet album. Après toutes les émotions, les luttes internes, les prises de conscience qu'on vient de traverser pendant plus d'1 heure sur l'album, Kendrick nous balance un titre de 12 minutes. Oui, tu as bien entendu, 12 minutes. Mais ce qui est spécial avec ce titre, c'est pas seulement sa longueur, c'est surtout son contenu. Kendrick pose une grande question tout au long du morceau. Est-ce que tu me soutiendras quand ça ira mal? Do you believe in me? Are you deceiving me? Could I let you down easily? Is your heart where it need to be? Is your smile on permanent? Is your foul on lifetime? What you know where the sermon is? If I died in this next line. Dans la chanson, il fait plein de parallèles entre lui et des figures historiques noires. Kendrick se demande si lui aussi va finir comme ça, encensé un jour et rejeté le lendemain. Il y a une instrumentation douce, presque planante, et Kendrick vient poser sa voix, presque comme s'il nous parlait à nous, en face. Et puis vient la fin du morceau, ce moment qui a marqué tout le monde, un faux entretien avec Tupac Shakur. I want to ask you, what you think is the future for me and my generation today? I think that niggas is tired of grabbing shit out the stores, and next time it's a riot, it's gonna be like bloodshed. Ici, Kendrick utilise d'anciennes interviews de Tupac pour créer une sorte de fausse conversation entre deux. C'est à la fois intense, profond et très touchant. Kendrick parle à son idole, il lui confie ses doutes, ses espoirs et ses idées, et Tupac lui répond avec des mots crus, réalistes
et parfois désespéré. Ce dialogue donne une dimension presque mystique au morceau, comme si Kendrick ne faisait pas que finir un album, mais qu'il passait le relais entre deux générations d'artistes. Tout ça pour dire qu'à sa sortie, To Pimp a Butterfly fait l'unanimité. La presse en parle comme d'un chef-d'œuvre et tout le monde s'accorde pour dire que c'est un nouveau tournant dans l'histoire du rap. Et côté récompense, l'album a décroché un Grammy Award pour le meilleur album rap. Mais plus qu'un album, ce projet est devenu une voix pour ceux qu'on n'entend pas. Kendrick y parle d'histoire, d'identité, d'espoir, de douleur, et tout ça avec une puissance rare. Il a réussi à faire de son art un outil de réflexion, à la fois une déclaration de guerre, mais aussi une déclaration d'amour à sa communauté. Après avoir secoué le monde du hip-hop, on aurait pu croire que Kendrick Lamar allait s'accorder une petite pause. Et en fait, c'est tout le contraire. Au lieu de se reposer sous les palmiers de Los Angeles, Kendrick Lamar s'est alors lancé dans une période ultra productive. Et en 2016, c'est une autre facette de l'artiste qui émerge, plus libre, plus brute, parfois même désordonnée, et c'est exactement ce qui va nourrir sa légende. Cette année-là, sans même nous prévenir, il balance ce projet. Et si tu te demandes si c'est la vraie pochette d'album, eh bien oui, on a ici un projet énigmatique, 8 morceaux sans nom et datés comme si elles étaient des archives secrètes. Pas de pochette qui claque ou des singles qui passent en boucle en radio, juste Kendrick en roue libre qui tente des choses sur des instrus expérimentales. Came in the game with a plan of beating the odds. What an accomplishment. Broken promises kept my focus anonymous till I dealt with the consequence. Et en réalité, ce sont des chutes de studio, donc les restes de To Pimp a Butterfly, mais même ces brouillons font de l'or parce que l'album est acclamé. Mais ce n'est pas tout, Kendrick enchaîne aussi les featuring. Il apparaît aux côtés de Beyoncé sur Freedom, il s'infiltre sur Goosebumps avec Travis Scott, et puis il revient poser sur des tracks avec Sia, Maroon 5 ou encore DJ Khaled. Chaque apparition est millimétrée, c'est littéralement une masterclass de dosage. À côté de ça, il reste engagé, même très engagé. Il performe d'ailleurs au Grammy en rendant hommage aux luttes afro-américaines, suite à quoi il sera même reçu à la Maison Blanche par Barack Obama lui-même. Entre deux couplets, Kendrick fait le lien entre culture pop et conscience politique, et ça, très peu de rappeurs peuvent s'en vanter. Et pendant ce temps-là, il observe, il écrit, il produit, il affine son art, un peu comme un architecte discret en train de dessiner des plans d'un futur monument. Et ce monument, il arrivera en 2017, dans un calme presque inattendu. Alors que le monde rap se polarise entre le rap conscient et la trappe commerciale, Kendrick revient en 2017 avec un ovni musical, Damn. Et pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, voici des traductions francophones qu'on pourrait utiliser. Bref, Kendrick lui choisit ce mot simple pour résumer tout l'album. Une montagne d'émotions où se croisent péché et rédemption, foi et doute, amour et trahison, et quoi qu'il en soit, Damn surprend tout le monde. Fini les cuivres de Kamasi Washington, les grooves de Thundercat ou les monologues d'inspiration afrocentrique. L'album est sec, brut, tendu, et même Kendrick choisit une direction minimaliste. Parce que malgré ça, le fond, lui, est plus dense que jamais. Avec ce projet, Kendrick construit son album autour de concepts binaires, amour, haine, loyauté, trahison, et chaque track sur l'album porte un nom unique, en majuscule. DNA, Fear, Loyalty, Humble, etc. De cette façon, chaque titre de l'album devient en quelque sorte une facette de l'homme. Et le disque s'ouvre sur une fable nommée Blood. Cette introduction met en scène Kendrick, qui aide une femme aveugle avant d'être abattue. She replied, "Oh yes, you have lost something. You've lost your life." Cette scène, à la fois absurde et tragique, est une métaphore violente. C'est un peu comme si Kendrick disait « Je veux bien tendre la main, mais parfois, même quand tu fais le bien, on te tire dessus. » Dès le départ, et avant même la première vraie chanson, l'ambiance est posée. Et cette ambiance va encore prendre un tournant avec le premier vrai morceau, DNA.
Une déclaration d'identité où Kendrick décompose tout ce qui fait de lui ce qu'il est, de la fierté noire à la rage, en passant par la douleur et la loyauté. Ce morceau est un mix parfait entre une leçon d'histoire et une introspection brute. Le clip ajoute une couche de folie visuelle où Kendrick semble à la fois prisonnier et maître de ses propres mots. C'est un peu comme si ton ADN te criait la vérité au visage. Et dans cet album, il y a évidemment aussi des collaborations, notamment celle avec Rihanna. C'est un featuring nommé Loyalty et un coup de maître où Kendrick décide de parler d'un truc auquel tout le monde a déjà fait face, la loyauté. Le duo donne un souffle sensuel et profond à ce morceau, qui explore les liens parfois fragiles, parfois indestructibles entre deux personnes. Après cette balade hypnotique, Kendrick change de registre et nous balance Humble, un titre où l'humilité devient une arme redoutable. My left stroke just went viral. Right stroke put little baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up, bitch, sit down. Dès les premières notes, le beat minimaliste et presque hypnotique nous attrape et nous pousse à se poser la question « Est-ce que je suis assez humble ?» Quand il répète « Sit down, be humble », c'est à la fois un ordre et un avertissement, un peu comme s'il disait « Réfléchis bien parce que l'arrogance peut te faire tomber rapidement ». Et dans le clip, Kendrick se présente en martyr, entouré de flammes, et tout ça forme un univers visuel à la fois spirituel et provocateur qui utilise des symboles religieux pour parler de la célébrité, de la foi et de l'ego. Cette mise en scène prépare le terrain pour une plongée un peu plus intime, où Kendrick lâche un peu plus la pression pour nous dévoiler une autre facette de lui. Dans la chanson Love, c'est un peu la pause douceur au milieu de l'ouragan qu'est cet album. Le morceau ressemble à une lettre d'amour, parfois maladroite, mais surtout très sincère. La production enveloppante te glisse dans une ambiance douce, et ici Kendrick se livre sans détour, jouant entre les promesses, les doutes et les regrets. Il pose la question essentielle, est-ce que l'amour, c'est vraiment pouvoir tout pardonner, même quand ça fait mal? Ce morceau rappelle aussi que derrière le rappeur dur et engagé, il y a un homme capable de tendresse et d'émotions profondes. Mais attention, ce n'est pas le seul titre qui parle de vulnérabilité. Parce que la chanson Fear est un véritable voyage dans les profondeurs de l'âme de Kendrick Lamar. At 27 years old, my biggest fear was being judged. How they look at me, reflect on myself, my family, my city. What they say about me reveal if my reputation will miss me. La particularité de ce morceau, c'est qu'il est construit en 3 chapitres. Et chacun correspond à une étape clé de la vie de Kendrick. On passe de ses 7 ans à ses 17 ans jusqu'à ses 27 ans. Ce titre donne une dimension narrative qui est rare dans le rap, où Kendrick fait le pari risqué de se dévoiler, de montrer sa vulnérabilité et de ne pas masquer ses failles. Après la sortie de cet album en 2017, Kendrick Lamar a logiquement tout explosé au niveau des récompenses. Il devient d'ailleurs le tout premier artiste hip-hop à décrocher un prix Pulitzer de la musique. Ce prix, c'est un truc ultra sérieux qui récompense normalement la musique classique ou le jazz, mais certainement pas le rap. Mais apparemment, pour Kendrick, ils ont bien voulu faire une exception. Et en plus de ça, aux Grammy Awards, Kendrick rafle plusieurs trophées, dont celui du meilleur album rap, et le clip déjanté de Humble remporte aussi son prix. Bon, après tout ça, on pourrait croire que Kendrick allait enfin lever le pied, savourer un petit peu son sommet, et oui, c'est bien le cas, parce qu'après ce projet, une absence médiatique presque totale s'installe, une absence qui va laisser place à beaucoup de spéculations, de théories et d'attentes impatientes, et que ce soit dans des films, des featurings ou des festivals, chaque passage devient un événement. Après nous avoir sorti cette masterclass en 2017, Kendrick Lamar est au sommet de son art. Et tout le monde n'attend qu'une chose, son retour. Mais là, surprise, le prince de Compton choisit de disparaître des radars. Pas de tournée mondiale, pas d'album, ni même d'interview, il disparaît littéralement. Et c'est important de comprendre que ce silence n'est pas un simple retrait. Kendrick, c'est pas ce genre d'artiste qui se laisse emporter par la pression ou par la hype. Lui, il préfère prendre son temps, réfléchir et mûrir son art à l'abri des regards. Et pendant près de 4 longues années, il va prendre un vrai moment de pause, un moment pour se recentrer et surtout
pour préparer l'avenir. Parce que même s'il se fait discret, Kendrick ne s'arrête pas totalement. Et dès 2018, on le voit dans quelques apparitions bien choisies. Pas partout, pas souvent, mais quand il apparaît, il marque les esprits. Dans le même temps, Kendrick se fait plus discret aussi sur les collaborations, mais celles qu'il accepte sont tout sauf anodines. Il pose sa voix sur quelques featuring, souvent avec des artistes qu'il admire ou qu'il soutient comme Baby Keem, son cousin, qui commence à émerger, ou Vince Staples, un autre rappeur californien au style tranchant. Ces featuring sont des sortes de clins d'œil, des petites fenêtres ouvertes sur son univers, des rappels qu'il ne sait pas juste volatiliser, mais qu'il choisit simplement soigneusement ses moments. Côté cinéma, Kendrick fait aussi quelques incursions, il participe à des projets qu'il considère importants, et de cette façon, il dépasse la musique pour toucher à d'autres types d'art et pour raconter des histoires d'une façon différente. Il a par exemple contribué à la bande originale du film Black Panther. Enfin bref, en 2020, Kendrick commence petit à petit à annoncer son retour. D'abord, Kendrick et Dave Free, un collaborateur de longue date, dévoilent un projet commun, PG Lang. C'est une sorte de maison de disques, mais pas un simple label comme on a l'habitude de voir. Créé officiellement en mars 2020, PG Lang se présente comme un collectif multidisciplinaire qui ambitionne de repousser les frontières traditionnelles de la création artistique. En gros, c'est un véritable espace créatif, un laboratoire où musique, cinéma, narration, art visuel et culture se croisent et se fusionnent. Ce label, c'est une preuve que Kendrick ne veut plus seulement être un rappeur, il veut être un créateur capable d'influencer plusieurs types d'art à la fois. Pendant cette période, Kendrick pose donc les bases de ce qui deviendra un empire créatif, et en parallèle, en silence, loin des projecteurs, il prépare un nouveau projet qui va choquer tous ses fans. À partir de ce moment-là, on pensait tout savoir de Kendrick Lamar. Un type capable de faire danser le monde entier sur une analyse socio-raciale ultra pointue. Bref, le mec était devenu une sorte de Yoda du hip-hop. Et puis, en 2022, sans prévenir, il décide de redescendre de sa montagne, et cette fois, c'est pour se sauver lui-même. Fini les histoires sur l'histoire noire de l'Amérique, Kendrick retourne la caméra et il se la colle en pleine face. C'est une sorte de séance de thérapie enregistrée et balancée au monde entier. Et bon, on va être honnête, c'est pas forcément le disque qui va mettre l'ambiance dans une soirée, mais c'est justement ça qui le rend aussi fascinant. Parce que Kendrick ne cherche plus à briller à tout prix, il cherche à se libérer. Et dès les premières secondes sur United in Grief, il prévient que ce sera plus personnel. Dans cette intro, Kendrick nous parle d'une période de silence, d'introspection et de transformation. Loin des projecteurs, Kendrick n'est pas resté inactif, et ce morceau est le compte-rendu de cette traversée. Le deuil dont il parle, c'est pas seulement la perte d'un proche, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il parle du deuil de l'enfance, de la stabilité mentale, de la version de soi qu'on croyait connaître. C'est un chagrin existentiel, parfois même presque rituel, et il le dit lui-même. C'est une phrase toute simple, mais qui est répétée comme s'il essayait de se convaincre que lui aussi a le droit de souffrir différemment des autres. En gros, dans ce morceau, Kendrick choisit d'être simplement un homme qui montre sa vulnérabilité. Il ne cherche pas forcément à résoudre ses contradictions, mais plutôt à les exposer. Bref, c'est un chaos mental mis en musique. Et c'est donc un début fort et percutant pour un album qui ne fera que ça, explorer les profondeurs de l'âme humaine, en commençant par celle de Kendrick lui-même. Après avoir parlé de sa douleur intérieure, Kendrick passe à un sujet plus large, les masques que tout le monde porte dans la société. Parce qu'il continue l'album avec le titre N95, un titre qui fait directement référence au masque sanitaire, devenu emblème mondial pendant la pandémie du Covid-19. Mais chez Kendrick, rien n'est jamais littéral. Le masque dont il parle ici est symbolique. Celui que chacun porte dans la société moderne. Celui de la réussite, de l'esthétique et du statut social. Take off the foo-foo, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird-ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off the fabricate streams and the microwave memes, it's a real world outside. Petit à petit, Kendrick enlève les couches d'artifice qui constituent nos identités numériques et matérielles. Tu l'as compris, il ne demande pas seulement de retirer un masque médical. Ce qui l'intéresse, c'est la vérité brute que parfois on préfère ne pas regarder en face. Musicalement, N95 est un morceau explosif dans lequel Kendrick passe d'un flow détendu à un débit frénétique, comme si chaque ligne surgissait de son ventre. Il ne rappe pas vraiment, il crache plutôt des vérités, et ce contraste entre la production musclée et les propos profonds
et volontaire. Tout au long du morceau, Kendrick opère une critique sociale. Il s'attaque aux apparences, à la culture du faux, aux influenceurs de façade, aux fortunes qui masquent le vide intérieur. Il ne se contente pas de dénoncer les autres, il inclut son propre monde, celui du rap et du luxe. En gros, Kendrick nous tend un miroir, pas pour qu'on s'y admire, mais pour qu'on s'y reconnaisse malgré la gêne. Et même s'il ne propose pas de solution magique, il pousse à la prise de conscience, et ça il le fait avec une intensité rare qui traverse tout l'album. Le clip prolonge ce propos de façon visuelle, on y voit Kendrick flotter dans les airs, bras en croix, c'est à la fois mystique et ironique, on ne sait jamais s'il joue le prophète ou s'il se moque de ceux qui attendent qu'il en soit un. Et le fait qu'on puisse s'ambiancer dessus n'enlève absolument rien à sa puissance. Et puis derrière les critiques sociales, il y a aussi une douleur plus intime, et dans le morceau suivant, Kendrick l'affronte directement. What's the difference when your heart is made of stone and your mind is made of gold and your tongue is made of sword, but it may weaken your soul. My niggas ain't got no daddy. Grow up overcompensating. Learn shit about being a man in disguise as being gangster. Dans la chanson Father Time, Kendrick nous invite à un face-à-face avec une chose inévitable de la vie, le temps qui passe. Ici, le temps n'est pas seulement quelque chose qui nous vieillit, c'est une présence presque paternelle, et musicalement, le morceau se démarque par son ambiance douce qui porte un flow calme et posé. Enfin, c'est un morceau doux en apparence, parce qu'il expose aussi une blessure qu'on a du mal à dire à voix haute. Celle laissée par un père trop dur, trop distant, ou simplement trop humain. Kendrick parle frontalement de ce qu'il appelle les daddy issues, ces séquelles émotionnelles héritées, de cette idée toxique selon laquelle un homme ne doit pas pleurer. On comprend très vite que c'est pas juste un morceau sur son père ou sur le temps, mais c'est un morceau sur la masculinité. Tout au long du morceau, Kendrick nous parle de ce père qui lui disait de se relever sans se plaindre et d'être fort et de surtout ne pas pleurer. Cette façade, il le dit lui-même, l'a suivi à l'âge adulte. Même une fois riche, célèbre et respecté, il reste prisonnier de cette voix intérieure qui lui empêche de demander de l'aide. Kendrick reconnaît qu'il n'a pas grandi dans une culture de l'écoute et de la tendresse, qu'il a cherché de l'amour dans la performance et dans la réussite, mais à force c'est épuisant et ça finit forcément par se retourner contre lui. Mais ce qui rend Father Time aussi puissant, c'est aussi sa nuance, parce que Kendrick ne va pas diaboliser son père. Il n'est pas dans l'accusation, mais plutôt dans la compréhension. Il comprend que son père lui aussi a été forgé dans cette dureté, et en vérité, Father Time ne parle pas seulement de Kendrick, elle parle de tous ces garçons qui ont appris à ne jamais pleurer, de tous ces hommes devenus adultes sans avoir appris à guérir. Après ça, Kendrick Lamar nous embarque dans ce qui est probablement le moment le plus inconfortable, et pourtant le plus captivant de tout l'album, We Cry Together. Imaginez-vous enfermé dans un petit appartement avec un couple en pleine dispute. Sauf que ce couple, c'est Kendrick Lamar et Taylor Page. Et ce n'est pas juste une dispute, c'est une guerre émotionnelle, un vrai duel de reproches à cœur ouvert. Très rapidement, on oublie qu'on écoute un morceau de rap. Il n'y a pas de refrain, pas de beat pour s'ambiancer. Kendrick incarne un homme blessé, Taylor Page une femme enragée, et tous les deux nous livrent une performance digne d'un film oscarisé. Ce qui est fou, c'est que tout sonne tellement vrai qu'on pourrait se demander si on assiste vraiment à un clip de musique. On est très loin des disputes de comédie romantique. Ici, la colère est vraie, et ce n'est pas un one-man show. Kendrick s'inclut dans cette toxicité. Il n'est pas là pour donner des leçons, mais pour montrer à quoi ressemblent les conséquences quand deux êtres blessés essaient de s'aimer sans avoir appris à se soigner. Et là où ça devient presque ironique, voire gênant, c'est à la fin. Après 6 minutes d'insultes et de larmes, ils finissent par coucher ensemble. C'est là qu'on comprend que cette histoire ne cherche pas à être morale. Elle cherche à être réelle. Kendrick montre, expose et met en lumière un schéma bien connu des relations toxiques. C'est brutal, dérangeant, mais parfaitement exécuté, et le clip rend la chose encore plus immersif. Bref, encore une fois, avec cette chanson, Kendrick prouve qu'il n'a pas eu peur de déranger. Au contraire, il utilise l'inconfort comme un outil artistique, et il transforme une dispute de couple en un des morceaux les plus puissants et les plus osés de sa carrière. Malgré ce contenu ultra personnel, ou peut-être grâce à lui, l'album déclenchera un vrai débat. Certains le trouvent trop dense, trop conceptuel, trop difficile d'accès, et d'autres, dont je fais partie, le considèrent comme un chef-d'œuvre d'honnêteté. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, aucun autre rappeur prend ce genre de risque à ce niveau de notoriété. C'est du rap adulte, pas de refrain accrocheur, juste un homme face à ses démons, et qui redevient à la fois un père, un mari, un fils et un artiste,
en quête de paix. Avec ce projet, Kendrick nous montre qu'il est à un autre stade de sa carrière, plus libre, plus audacieux, plus mûr. Il ne cherche plus à plaire, et en le faisant, il tend la main à ceux et celles qui n'ont jamais osé parler de leur propre douleur. Vous l'avez compris, je pense, Kendrick Lamar ne cessera jamais de nous surprendre. Et en novembre 2024, il fait son grand retour avec GNX, son nouvel album studio. Le nom de l'album réfère à une voiture, celle que son père utilisait pour le ramener de l'hôpital à sa naissance. Entre-temps, Kendrick avait quitté ses labels historiques qui étaient Top Dawg et Aftermath, et ce projet symbolisait donc une rupture artistique pour lui. GNX, c'est un projet qui réinvente le hip-hop à travers 12 morceaux d'une richesse rare. Et Kendrick adopte ici une écriture encore plus mystérieuse, avec des productions plus travaillées que sur ses albums précédents. Il y mélange ses réflexions personnelles et des critiques sociales puissantes, tout en rendant hommage à ses racines et à l'histoire du hip-hop West Coast. Bon, Kendrick Lamar n'a jamais été du genre à rentrer timidement dans ses albums, et celui-ci ne fait pas exception. À partir de là, Kendrick n'en a plus rien à faire de plaire, de jouer au prophète. Lui, ce qu'il veut, c'est dire la vérité, peu importe si ça déplaît. Oui, Kendrick est en colère, mais c'est une colère lucide, presque pédagogique. C'est assez clair, Kendrick ne cherche plus à être l'idole parfait, il est le survivant d'un système qu'il refuse d'idéaliser, et maintenant qu'il a vidé son sac, on peut passer à la suite, et la suite, elle se nomme Squabble Up. Dans ce morceau, Kendrick fait ce qu'il sait faire de mieux, prendre une expression de la rue et l'élever au rang de réflexion existentielle. Le mot « squabble » qu'il utilise dans ce son, c'est un vieux langage de Compton pour dire une prise de bec, une bagarre, mais pour Kendrick, ça devient un état d'esprit. Et dès les premières secondes, on sent qu'on entre dans une ambiance tendue. Kendrick parle ici d'un code de l'honneur non écrit, où même les jeunes de 13 ans apprennent vite que fuir, c'est perdre la face. Mais attention, ce n'est pas de la glorification de la violence, c'est beaucoup plus subtil. Ce que Kendrick nous montre, c'est comment cette culture du squabble façonne une génération entière. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Parce qu'à force de devoir encaisser, tu finis par ne plus exprimer tes douleurs autrement que par la violence. Et bien sûr, Kendrick lui-même ne s'épargne pas. Il avoue lui-même avoir été prisonnier de ses réflexes, même si c'est absurde et parfois dangereux. C'est à la fois un hommage à la résilience des quartiers populaires et une critique de la masculinité toxique qu'ils reproduisent malgré eux. Et après avoir exposé la mécanique de la violence, il s'attaque à un combat plus intime, celui avec lui-même. Dès les premières secondes, l'ambiance est claire et il évoque ses petites morts intérieures, l'ego, la violence, la culpabilité. À travers ses couplets, il nous avoue avoir été accro au chaos, pas parce qu'il aimait ça, mais parce qu'il pouvait pas vraiment faire autrement. C'est du Kendrick tout craché, sincère, complexe et sans filtre. Et puis, après ça, après nous avoir ouvert son cœur sur ses douleurs, Kendrick change de registre. Parce que sur le single Luther, Kendrick se fait plus romantique. Enfin, romantique à la Kendrick. Intense, un peu mystique, et toujours avec une idée plus profonde derrière. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I take it, dreams and make them multiply. If this world was mine, I take it, enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Le morceau démarre sur un sample ultra soyeux, un morceau avec Cheryl Lynn et Luther Vandross, sur qui j'ai d'ailleurs fait une vidéo, n'hésite pas à aller la voir. Enfin bref, Luther c'est pas une déclaration d'amour mielleuse, mais plutôt une ballade pleine de tension, d'émotion et de tendresse, et autant vous dire que Kendrick ne passe pas par 4 chemins. Et puis vient la chanteuse SZA, et sur ce morceau, elle arrive comme une caresse. Sa voix flotte, rassure et répond à Kendrick avec douceur. SZA nous rappelle que les cœurs brisés font souvent ce qu'ils peuvent pour survivre. Les fleurs de béton, qui sont un clin d'œil au livre de Tupac que j'ai juste ici, dans lequel il avait mis ses plus beaux poèmes, c'est l'image de toute une génération qui pousse dans un terrain compliqué,
mais qui fleurit quand même. Mais ce qui rend Luther si spécial, c'est que c'est pas juste une chanson d'amour, c'est une preuve de tendresse dans un monde très dur. Kendrick ne se contente pas de dire « je t'aime », il dit « je te protège », je t'élève, je t'accompagne dans ce chaos. Et comme toujours avec lui, ce n'est pas juste beau, c'est pensé, c'est construit, c'est vivant. Bon, tu l'as compris, je suis pas très objectif vu que Kendrick fait largement partie de mes artistes préférés. Et malheureusement, je le serai pas plus sur ce prochain morceau. Hey, turn this TV off. Ain't with my type activities, then don't you get involved. Hey, what? How many shit I seen? Seen them all. Take a risk or take a trip. You know I'm tripping for my dog. Dans TV Off, Kendrick Lamar fait exactement ce que son titre suggère. À la télé, ou plutôt, il éteint ce bruit qui nous attaque sans arrêt. Un flux infini d'infos, de fake news, de drames fabriqués. Et Kendrick nous demande, et si on éteignait la télévision, les réseaux sociaux, et si on arrêtait la culture des polémiques et des clashs? Il dénonce cette course au buzz et cette violence verbale qui ne mène nulle part. Et évidemment, Kendrick parle aussi de lui-même, de comment il résiste à cette tentation, celle d'être une star au sens vide du terme. Malgré que l'album s'est imposé rapidement comme un succès critique et commercial, GNX a rapidement divisé. Parce que si beaucoup ont salué son hommage au son West Coast et à la profondeur de ses textes, d'autres lui ont reproché une production un peu trop propre, voire trop formatée, qui s'éloigne parfois de l'intensité brute qui faisait sa force. Et honnêtement, c'est un point de vue que je peux comprendre aussi. Mais quoi qu'il en soit, Kendrick ne s'est pas arrêté à cet album, parce que ce qui est probablement le point culminant de sa carrière jusque-là, c'est sa performance au spectacle de mi-temps du Super Bowl en février 2025. Une scène que très peu d'artistes hip-hop ont eu la chance de fouler. Accompagné de SZA, Kendrick a livré un show mêlant puissance artistique et message politique clair, et le spectacle, regardé par plus de 133 millions de personnes, a été salué pour son audace et son authenticité. Avec tout ça, GNX a marqué une étape importante dans la carrière de Kendrick. Mais derrière toutes ces musiques se cache évidemment son histoire, celle qui est un peu plus intime. Je ne suis pas un rappeur, je suis un écrivain. Cette phrase prononcée par Kendrick Lamar pourrait sembler prétentieuse, mais dès qu'on plonge dans son œuvre, on comprend qu'elle dit tout. Ce qui frappe dans l'univers de Kendrick, c'est son identité sonore. Il n'appartient à aucune école musicale, il les traverse toutes. Que ce soit dans To Pimp a Butterfly, dans Mr. Morale and the Big Steppers, ou encore GNX, Kendrick adopte des styles toujours très différents. Et même à l'intérieur d'un même morceau, il change parfois de voix, de ton et de rythme. Il joue avec sa musique comme un acteur incarne plusieurs rôles à la fois. Chaque morceau est une scène, chaque album est une structure narrative. C'est littéralement du cinéma audio, mais au-delà de ça, il n'hésite pas à dialoguer avec lui-même. Son écriture passe constamment de l'intime au politique, du personnel au générationnel. Et côté musique, on peut dire que Kendrick est un enfant de plusieurs légendes. Il revendique l'héritage de Tupac Shakur pour sa conscience sociale, sa vulnérabilité. Il admire Outkast pour leur audace, leur capacité à sortir des formats classiques. Il s'inspire de Kanye West pour penser chaque album comme une œuvre d'art. Et bien sûr, il doit beaucoup à Dr. Dre, qu'il a pris sous son aile, lui transmettant l'exigence de qualité et le goût du détail. Mais Kendrick ne s'arrête pas au rap, parce qu'en dehors de ça, ses influences sont tout aussi riches. Il s'inspire de la philosophie, de la psychanalyse, du théâtre, et chez lui, l'engagement est viscéral, voire existentiel. Il n'hésite pas à s'attaquer aux stéréotypes du rap, l'homme fort, viril et riche. Ce que lui préfère faire, c'est montrer la peur, la honte, la tristesse ou encore les failles, et ce courage-là est très rare dans le hip-hop. Mais derrière la richesse de son univers artistique, Kendrick reste aussi un rappeur. Et le rap, ça veut aussi dire la compétition. Et l'un de ses plus grands duels est celui qu'il a opposé au roi des charts, Drake. L'histoire entre Kendrick Lamar et Drake est peut-être la rivalité la plus suivie du rap moderne. C'est une histoire d'ego, de diss track, de punchline, mais surtout de deux visions du monde très différentes. Parce que vous allez voir, c'est pas qu'un clash de rap, c'est une histoire d'idéologie. Au début des années 2010, Kendrick et Drake semblent collaborer en bonne intelligence. Kendrick est invité sur l'album Take Care de Drake. Puis Kendrick fait appel à Drake pour Poetic Justice.
Bon, jusque-là, tout a l'air de très bien se passer entre eux. Et pourtant, cette entente cache déjà quelques frictions artistiques. Drake joue sur la séduction, la nostalgie, l'introspection chic, et Kendrick, lui, préfère parler de doutes existentiels et d'histoire de rue. Et puis, vient le moment qui allait tout faire basculer. En 2013, Kendrick est invité sur Control, un morceau de Big Sean. Mais ce n'est pas un feat comme les autres. Dedans, il cite une dizaine de rappeurs, dont Drake, et il dit clairement qu'il veut tous les détruire pour être le numéro 1. Pusha T, Meek Mills, A$AP Rocky, Drake, Big Sean, Jay Electron, Tyler McMillan. I got love for you all, but I'm trying to murder you niggas. Drake, lui, répond mollement dans les médias, mais petit à petit, on sent la compétition monter. À partir de là, les regards ont changé, et l'enjeu aussi. Il ne s'agissait plus seulement de musique, mais de savoir qui sera le roi du hip-hop moderne. Les années vont alors passer, et les morceaux pleins de sous-entendus vont se multiplier. You punk ass, you a scared little bitch. Tiptoeing around my name, nigga, you lame. And when I get at you, homie, don't you tell me you was just playing. Oh, I was just playing, K-Dot. Come on, you know a nigga rock with you, bro. Shut the fuck up, you sound like the last nigga I know. On est déjà pas mal, mais ce sera qu'en 2024 que Kendrick déclenche une vraie guerre avec une ligne assassine dans le morceau Like That. En gros, ici, il sort Drake et J. Cole du top 3 des meilleurs artistes hip-hop. Et Drake, blessé dans son orgueil, ne va pas tarder à répondre dans plusieurs morceaux. Kendrick just opened his mouth. Someone go hand him a Grammy right now. Where's your uncle at? Cause I wanna talk to the man in the house. West Coast niggas do phase, right? Come get this ass whooping, I'm handing them out. You wanna take off for real? Then come get his legacy out of my house. Bon, tu l'as compris, maintenant la machine était en marche et Kendrick va s'en prendre à Drake dès qu'il en a l'occasion. I hate when I rap or talk about guns, then somebody die, they turn into nuns, then I hop online like pray for my city, he faking for likes and digital hugs. His daddy a killer, he wanna be Junior, they must have forgot the shit that they done. Dementia must run in his family, but let it get shaky. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. Ce sont pas seulement des diss tracks, c'est littéralement des exécutions publiques. Et au fond, on pourrait se demander pourquoi ce clash passionne autant. Eh bien, simplement parce que Kendrick et Drake représentent deux facettes très différentes du rap. Kendrick, c'est la voix du peuple, un rap introspectif, spirituel, engagé. Il cherche la vérité, même si elle peut être moche. Et Drake, quant à lui, c'est le lover du rap moderne. Un rap plus esthétique, calibré, émotionnel, où le succès compte parfois plus que les paroles. Pour certains, c'est comme opposer le fond et la forme, et pour d'autres, c'est juste deux géants qui se répondent avec style. Mais une chose est sûre, cette dualité alimente le débat, et honnêtement, c'est bon pour le hip-hop. Si dans la musique, Kendrick fait énormément parler de lui, dans les médias, c'est une toute autre histoire. Aujourd'hui, être une star, ça veut souvent dire être partout, tout le temps. Réseaux sociaux, interviews, talk show, la moindre pause est vue comme un risque d'oubli. Mais Kendrick Lamar, lui, a choisi une autre voie. Une voie bien plus rare, celle du silence. Pas parce qu'il a rien à dire, mais parce qu'il préfère choisir quand et comment le dire. Et quant à sa vie de famille, elle est sacrée. Il est marié à son amour d'enfance, et ensemble, ils ont 2 enfants. Il fait partie de ces artistes qui ne veulent pas se vendre, mais plutôt faire parler leur art. Et d'ailleurs, les interviews avec Kendrick se comptent sur les doigts d'une main. Quand il accepte d'en donner une, c'est souvent réfléchi, et pas pour faire le buzz. Et en faisant ça, chaque apparition devient alors un événement. Finalement, en dehors de ses albums, Kendrick a parfois accepté de prendre la parole d'une autre manière. Il a collaboré avec des marques, mais toujours avec retenue, toujours avec le même objectif, rester authentique et cohérent. Et au fond, il a raison, parce qu'en refusant le jeu médiatique classique, il nous oblige à écouter ce qu'il a à dire dans ses chansons. Et c'est peut-être ce qui rend Kendrick Lamar aussi fascinant. Il ne parle pas tout le temps, mais quand il le fait, tout le monde se tait.
Quoi qu'il en soit, en l'espace de quelques années, Kendrick Lamar a changé la donne. Il a prouvé qu'on pouvait avoir des textes profonds et être populaire, qu'on pouvait vendre des millions sans forcément se trahir. Il n'a jamais couru après les projecteurs, et pourtant, il éclaire une génération entière. Et si l'histoire de Kendrick Lamar nous a appris quelque chose, c'est que quand il revient, il ne suit pas la tendance, il la fait exploser. Alors oui, on peut l'aimer ou le critiquer, mais l'ignorer, c'est impossible. Alors voilà, je voulais absolument faire cette vidéo qui, pour moi, fait partie de mes artistes préférés et que j'aime de plus en plus avec le temps. Alors j'espère que ça vous a plu autant que j'ai aimé la faire. Si c'est le cas, que tu l'as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un petit j'aime, à mettre un commentaire, à t'abonner et à activer la cloche. Ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Encore merci à tous ceux qui le font. Et si tu veux voir plus de contenu comme ça, en version courte, ou voir des coulisses et d'autres choses, n'hésite pas à aller me suivre sur les réseaux. Tout est en description et comme d'habitude, nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle histoire.